Madame, Monsieur, bonsoir. Ce dimanche, je reçois pour vous Siaka Koulibaly. Il est juriste, consultant, activiste de la démocratie, des droits humains et de l'environnement, analyste politique également. Nous avons 1 heure pour décrypter avec lui l'actualité nationale et internationale. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. J'ai lu dans votre CV que vous êtes sur le terrain de l'activisme politique depuis à peu près 2 décennies. On va dire depuis le début de la décennie 90. Or, je crois savoir que vous avez soutenu la révolution démocratique et populaire, notamment au sein des comités de défense de la révolution. Pourquoi avoir déserté le champ politique pour vous investir dans celui de la société civile? Eh bien, comme vous le savez, nous étions effectivement, avec d'autres camarades, engagés dans les rangs des comités de défense de la Révolution, en tant que scolaire d'abord, et puis ensuite à l'université aussi. Et puis, tout le monde se rappelle de quelle manière un peu cette aventure politique a évolué. Je veux parler du 15 octobre 1987. Qui a entraîné un certain nombre de remous au sein donc, des organisations qui avaient été impliquées dans la révolution démocratique et populaire. Par la suite, j'ai bien continué encore l'action au sein donc, des groupes politiques, jusqu'à peu près au rétablissement de la démocratie constitutionnelle à partir de 1991. Donc, cette période m'a donné le temps de considérer une espèce de bilan de l'action purement politique et de découvrir que cette forme d'action ne convenait pas vraiment à ma personnalité, assez proche des principes, assez proche également des causes populaires et que je trouvais insuffisamment prises en compte dans le cadre des organisations purement politiques. Et comme le retour à la démocratisation, à la démocratie constitutionnelle, a aussi entraîné un élargissement des libertés civiles et politiques, en particulier la liberté d'association, je me suis découvert donc cette vocation de passer par ces truchements pour essayer d'atteindre un certain nombre de convictions que j'avais, qui sont une bonne gouvernance, la protection des droits humains, l'état des droits, ainsi de suite. Et je me suis mis, effectivement, dans le monde associatif afin d'atteindre les objectifs qui auraient aussi pu être atteints par la voie politique. Est-ce que vous vous êtes senti blasé par la politique? Est-ce que les événements tragiques du 15 octobre ont été pour quelque chose in fine dans votre volonté de vous laver les mains? Oui, mais seulement en partie. Parce que j'avais déjà compris un certain nombre de facteurs qui sont purement liés à la vie politique elle-même. Donc le 15 octobre, je peux dire que ça ne m'a pas beaucoup surpris. Je suis l'un de ceux qui ça n'a pas beaucoup surpris, parce que j'étais assez au fait des questions politiques sur la Révolution, étant branché avec certains membres du Conseil national de la Révolution. Donc je savais que des évolutions, des développements qui n'étaient pas conformes à ce que nous pensions pouvaient arriver. Le 15 octobre fait partie de ça. Mais ce n'est pas seulement cet événement qui a conduit que je m'écarte de la voie partisane, parce que c'est de ça qu'il faut parler. Il y a aussi le contexte lui-même, qui fait que la prise en compte des principes est moins importante que l'atteinte d'objectifs matérialistes. Et ça, c'est le credo de l'acteur partisan. C'est-à-dire les partis sont des groupes d'intérêt qui se sont créés afin d'atteindre un objectif spécifique qui est en général l'accession à des positions qui procurent des avantages matériels. Et moi, j'étais beaucoup plus idéaliste. Donc jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai conservé une bonne part d'utopie dans ce que je fais, qui fait que ce n'était pas très compatible de rester dans le domaine purement partisan.
Ce qui m'a amené donc à adopter la voie associative, qui est une voie beaucoup plus douce, et plus conciliatrice, où on peut défendre des principes effectivement sans être en contradiction avec ce qu'on fait. Vous êtes devenu acteur de la société civile et pourtant la crédibilité de certains acteurs de cette société civile est aujourd'hui sujette à caution. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur le monde des OSC burkinabés? Alors, pour ceux qui sont de la galaxie OSC, société civile, depuis au moins 10 ans, et ils ne sont pas très surpris par les évolutions qu'on a constatées, en particulier à partir de 2013 jusqu'à 2015 sous la transition, où la société civile a donné une certaine image qui a tendu à donner moins de crédit à l'action de cet acteur de la gouvernance politique. C'est vrai que nous avions des difficultés déjà sous le régime dirigé par le président Blaise Compaoré, mais ces difficultés étaient beaucoup moindres que celles que nous avons observées après le départ de Blaise Compaoré du pouvoir, en particulier sous la transition, c'est-à-dire la confusion entre l'action associative et l'action politique, partisane. Donc c'est vrai qu'on a constaté cela, mais de l'intérieur de la société civile, nous, on a cette sérénité de considérer que les acteurs anciens de la société civile savent très bien quelles sont les limites de l'action de la société civile, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles compromissions il ne faut pas s'adonner. Malheureusement, on a assisté autour de 2013, avec la lutte contre la modification de l'article 37, à la naissance de certaines organisations, généralement constituées de jeunes qui souhaitent investir le champ politique et qui ont embranché donc la voie associative parce que c'était la plus facile et celle qui donnait le plus de possibilités de faire l'action politique. Donc on a assisté à ça et comme ces acteurs ne connaissaient pas bien les règles du jeu de la société civile, bon, on a parfois assisté à des scènes qui ont fait perdre un peu de crédibilité à la société civile. Mais les acteurs, enfin je veux dire plus anciens, nous savons garder donc le cap sur l'encadrement juridique qu'il y a au niveau de la société civile, qui se trouve à la fois dans la loi portant liberté d'association, mais surtout dans nos statuts et nos règlements intérieurs. Donc il délimite assez bien qu'est-ce qu'un acteur de la société civile peut faire ou pas. On dit généralement que de nombreux acteurs de la société civile sont des appendices de formation au groupe politique. Vous êtes un acteur de la société civile qui vient à l'origine du milieu politique. Est-ce que vous avez, on va dire, gardé ce lien ombilical? Non, justement, pour avoir fait le pas entre l'action partisane dans les groupes politiques et vers donc, le monde associatif, je sais très bien quelles sont les limites à ne pas franchir. J'ai gardé des relations avec les acteurs, beaucoup sont restés des amis, mais il n'y a aucune confusion dans ma tête quant au rôle de la société civile dans un contexte de démocratisation et qui diffère du rôle que les acteurs partisans peuvent avoir. Et à mon niveau, il n'y a pas de confusion, mais surtout au niveau des autres acteurs avec qui j'ai partagé le militantisme politique, ils savent très bien qu'il n'y a pas de confusion à faire et que je continue à rester sur certains principes et je les défends toujours. Il ne leur arrive même pas à l'idée de me demander de m'associer sur certains thèmes jusqu'à présent. Alors donc en clair, vous êtes en train de nous dire ici que Siaka Coulibaly et les OSC qu'il dirige ne sont pas affiliés à une organisation politique quelconque. Absolument. Absolument. Alors, je voudrais qu'on décrypte l'actualité de la semaine en commençant par cette information qui émane du parquet général près la Haute Cour de justice et qui est tombée ce mercredi. Dans les semaines à venir, la Haute Cour de justice va statuer sur le dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Blaise Compaoré et les membres du dernier gouvernement Tiao sont concernés par ce dossier et sont, comme vous le savez, poursuivis dans le cadre de la répression des manifestants
Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce-là? Disons que, comme tout Burkinabé, je suis soucieux qu'on règle les problèmes par les voies institutionnelles. Et à ce titre, l'enrôlement de ce dossier ne peut que être satisfaisant, dans la mesure où je pense personnellement que c'est la meilleure façon de traiter les problèmes qui sont survenus dans notre pays autour donc, des questions politiques, en particulier les événements du 30 octobre 2014. Si la justice finit par appeler au rôle cette affaire, moi je pense, connaissant la façon dont fonctionnent les institutions judiciaires, que les meilleures garanties d'aboutir à la vérité, d'abord, puisqu'il y a une procédure contradictoire qui est menée avant donc, la décision du juge, et ensuite, il y aura une décision que le juge va prendre concernant la responsabilité de ces personnes-là dans les événements qui ont eu lieu le 30 octobre. Ceci dit, vous savez très bien la charge des demandes de justice qui existe au niveau du peuple burkinabé. Il y a plusieurs situations où des Burkinabés ont manifesté le besoin que la justice soit faite quand même sur les grands dossiers qui restent pendant dans notre pays. C'est vrai, il y a des dossiers plus anciens que ceux du 30 octobre. Mais enfin, si on commence par juger ces dossiers, moi je crois que c'est une voie qui est importante, parce que c'est quand même une voie institutionnelle. Donc, toutes les garanties de protection des droits et de ne pas brimer quelqu'un, même si, quand il est reconnu non coupable, c'est garanti par la procédure judiciaire. Donc, à ce titre, je pense qu'il n'y a rien à craindre à ce qu'on ouvre un dossier de ce type-là. Au contraire, on va peut-être, à défaut d'avoir vraiment la justice totale, on va au moins avoir la vérité. Alors, l'annonce du jugement prochain de Blaise Compaoré et des membres du dernier gouvernement Tiao n'épuise pas le débat sur la justice post-insurrectionnelle. Bien au contraire, elle remet au goût du jour ce que certains ont appelé la justice des vainqueurs. Quelle est votre opinion là-dessus? Oui. Jusqu'à ce qu'il y ait le premier procès concernant les jeunes soldats qui ont été impliqués dans l'attaque la tentative de libération, d'attaque de la Macaille de libération des prisonniers qui étaient là. On avait voulu urgemment que ces dossiers soient vidés, parce que d'une manière ou d'une autre, ce sont des dossiers qui pesaient sur l'atmosphère politique au Burkina Faso et qui empêchaient le dénouement de certains secteurs. Les questions de mobilisation des finances, les questions d'implication de tous les acteurs du Burkina Faso autour des questions de développement, je pense que c'est encore hypothéqué par le fait que ces affaires n'aient pas encore été jugées. Donc j'étais de ceux qui avaient à plusieurs reprises, par médias interposés, appelé à ce qu'un jugement rapide intervienne afin donc de vider ces questions. C'est vrai que le premier cas qui a été passé devant la justice militaire notamment, on a assisté à certains traitements qui nous ont fait penser que peut-être on n'est pas à l'abri des situations qui, au lieu de totalement apaiser le contexte national, pourraient en tout cas ne pas permettre cet apaisement-là. On espère que le premier procès qui a eu lieu a permis de tirer les leçons et que ceux qui vont suivre vont connaître une application plus stricte de la procédure judiciaire. Je vais parler de l'évocation de certaines implications qui n'ont pas malheureusement été prises en compte par le juge, si bien qu'une décision judiciaire a été adoptée et on a eu la sensation d'inachevé par rapport à ces procès-là. Mais est-ce que vous direz que le droit n'a pas été dit dans le cadre du procès Madi Ouedraogo et 28 autres? Non, on ne peut pas dire que le droit n'a pas été dit parce que les accusés ne nient pas avoir pris part à certaines initiatives, sauf qu'ils estiment qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir participé à ces initiatives-là et que d'autres personnes pourraient soit venir témoigner du déroulement de ces rencontres qui ont eu lieu, mais surtout pouvaient aussi confirmer que ce qu'ils disaient était effectif. Donc,
ces aspects n'ont pas pu être pris en compte par le juge militaire, mais les accusés n'ont pas nié avoir pris part à ces initiatives-là, à ces rencontres qui tendaient donc à attaquer la MACA. Donc, en tous les cas, c'est un jugement en première instance, ils ont la possibilité d'interjeter appel. Voilà. Donc les sanctions qui sont tombées, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas sorties de la règle parce qu'il y a quand même une part des responsabilités qui avait été reconnue. Je peux penser que les sanctions sont un peu lourdes, ça c'est un sentiment personnel, mais enfin, les sujets dont on parle sont quand même assez graves aussi. Donc, in fine, on n'est pas véritablement dans un cas de... Vous n'avez pas de crainte par rapport à cette problématique de justice des vainqueurs? La justice des vainqueurs est toujours possible, parce que dans notre système judiciaire, et c'est par exemple sur ces dossiers que j'ai très souvent pris des positions assez tranchées, j'estime que le lien entre le juge et le pouvoir exécutif est encore trop fort, à mon avis. Si on prend le cas du tribunal militaire, par exemple, l'ordonnateur des poursuites, c'est encore le ministre de la Défense, qui se trouve être une autorité politique. Donc on peut penser que cette autorité politique, agissant avec des pouvoirs juridictionnels, peut difficilement se départir de ses propres conditionnements politiques. Comment il peut éviter de poursuivre quelqu'un qui pourrait être un de ses concurrents plus tard dans la compétition. Donc, ces aspects n'ayant pas encore été réglés, on ne peut pas écarter l'idée d'une justice des vainqueurs. Mais il faut dire que aujourd'hui, tous les acteurs, y compris les acteurs politiques, ont pris la juste mesure du risque qu'il y a à appliquer une justice des vainqueurs dans une certaine proportion, notamment l'atteinte à la stabilité et autres types de distorsions qui pourraient arriver. Donc moi je crois que progressivement, l'acteur politique, avec nos plaidoyers aussi, a de plus en plus tendance à se départir de l'influence directe sur le juge. Mais cela n'évoque pas, n'exclut pas que le juge lui-même ne se détermine pas par rapport à des éventuelles liaisons sulfureuses, comme on aime le dire, avec les acteurs politiques. Donc tout est encore possible, mais en tout cas les acteurs de la protection des droits humains et de la démocratie veillent à ce que la justice soit rendue conformément aux droits existants. Il y a aussi le cas Yacouba Isaac Zida et la question de sa responsabilité présumée dans la répression lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Héros pour les uns, zéro pour les autres. La personnalité de l'ancien chef du gouvernement de la transition divise. Une partie de l'opinion aimerait bien l'entendre sur son rôle dans les tueries et violences de l'insurrection. Pour d'autres, au contraire, pas question de toucher à Zida. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ces deux camps? Moi, ma position est que, et d'ailleurs, on n'avait pas besoin de poser les questions aux gens extérieurs à la justice. Parce que la justice a ses propres règles qui sont bien connues. Des gens qui sont appelés à la barre d'un juge sont d'abord passés dans la procédure contradictoire. Le juge va leur poser des questions sur leurs responsabilités dans tels événements. Si je prends le cas du 30 octobre, l'affaire va être convoquée devant la Haute Cour de justice et le juge va essayer d'instruire l'affaire et on va poser des questions aux acteurs qui sont sur place. Très certainement, la responsabilité des membres du gouvernement et du président à l'époque dans les morts qui sont survenus le 30 octobre va être posée. Et là-dessus, il faut s'attendre peut-être à ce que d'autres noms que ceux qui sont appelés devant le juge soient prononcés. Parmi lesquels, on peut donc mentionner l'ex-premier ministre Zida, qui a joué un rôle dans le maintien de l'ordre ces jours-là, et qui, selon donc le rapport de la commission d'enquête qui a été rendu public sur l'Internet, il serait assez impliqué là-dessus. Donc, je pense que dans un tel cas de figure, le juge va certainement interroger les anciens membres du gouvernement qui étaient au gouvernement en octobre 2014. Mais s'il y a d'autres personnes qui doivent être appelées, il serait indispensable
que ces personnes également soient conviées et à s'expliquer sur leur rôle éventuel dans ce qui s'est passé le 30 octobre 2014. Je ne suis pas de ceux qui veulent exonérer les gens de leurs responsabilités judiciaires, parce que nous pensons que nul n'est au-dessus de la loi. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous venez devant le juge, vous démontrez que votre responsabilité n'est pas engagée, et le juge va certainement le reconnaître. On ne peut pas se prévaloir d'autres rôles joués ailleurs pour demander une exonération des sanctions dans un jugement. À mon avis, je crois que tous ceux qui devraient passer devant le juge doivent passer devant le juge. L'argument, c'est de dire qu'au regard des services rendus à la nation, il devrait justement être exonéré de tout ça. Oui, ça c'est une certaine opinion qui tient cet argument. Et le risque de cet argument, c'est qu'on puisse en l'évoquer dans d'autres situations. En particulier, Blaise Compaoré, c'est vrai qu'il y a des choses à lui reprocher, mais si on veut faire la balance entre ce qu'il a commis de pas positif et ce qu'il a commis de positif, les rôles qu'il a joués qui sont positifs, je pense qu'on va rentrer dans une appréciation qui n'est pas celle que le juge a d'habitude. Le juge a des règles bien précises qui sont décrites dans le code pénal et autres, et il sait comment entraîner la conduite du procès afin d'établir la responsabilité ou pas de quelqu'un. Et vous avez vu avec le retour à la normale tout de suite, la manière dont l'opinion réagit face à certaines conduites des dirigeants aujourd'hui. Et si on prend le cas de l'Assemblée nationale, avec l'affaire des tablettes, avec l'affaire des 1 million, l'opinion aujourd'hui n'est plus dans la posture de dire oui, telle personne a joué un rôle, a été positif dans le passé, donc laissons-le faire les choses qu'il voudrait. Tout ce qui est interdit par la loi l'est valable pour tous les citoyens burkinabés, quels que soient les rôles qu'ils ont joués par le passé. Alors l'actualité cette semaine, c'est aussi l'échange épistolaire entre l'opposition politique et la majorité présidentielle à propos d'un an de gouvernance MPP et alliés. Après le mémorandum du CEFOP où il était question d'une année perdue et gâchée pour le Burkina, la réponse du MPP ne s'est pas fait attendre. Le parti majoritaire accuse l'opposition de vouloir instaurer le chaos et sacrifier les acquis insurrectionnels par le retour de Blaise Compaoré. Je cite donc cette déclaration du MPP. Vous pensez quoi de ces échanges? D'abord, sur le principe, l'action que le CEFOP a menée, je mets ça dans l'ordre du normal, pour la simple raison que l'opposition politique est dans son rôle en critiquant l'action gouvernementale. Ceci dit, les formes que l'opposition utilise, ça relève de la personnalité des personnes qui ont rédigé le document. Mais dans le principe, on ne peut pas reprocher au CEFOP d'avoir voulu évaluer l'action du gouvernement parce que ça fait partie de ses prérogatives. Ensuite, c'est tout à fait normal aussi que du côté gouvernemental, du parti qui assume la responsabilité de l'État aujourd'hui, ils pensent indispensable de répondre à ce qui a été dit. Moi, je peux dire de ce point de vue que d'ailleurs, ça a été un manque, dans les 1 an de perdu dont on parle, ça a été un manque qu'il y ait moins d'échanges que ce qu'on a vu. Mais ça ne dit pas que les termes utilisés sont forcément les meilleurs. Mais si l'échange avait été régulier entre l'opposition qui critiquerait telle ou telle prise de position, telle ou telle décision de la majorité, je pense qu'on aurait peut-être évité certaines choses que l'opposition dénonce aujourd'hui. Parce qu'ils auraient attiré l'attention, ils auraient mis l'accent sur telle ou telle situation. Cela aurait amené les acteurs au pouvoir à améliorer leur gouvernance. Mais je trouve aussi que le ton utilisé par le MPP pour répondre au CEFOP, je le trouve excessif, parce qu'il dépasse l'ordre normal des échanges institutionnels qu'il y a entre ces deux acteurs. Parce que de toute façon, il s'agit bien du CEFOP et qui parle de l'action de la majorité au pouvoir. Donc ça rentre dans l'ordre du normal et on n'avait pas vraiment besoin de recourir à certaines expressions et notamment certains arguments comme ceux de faire revenir Blaise Compaoré au pouvoir. Cette question de faire revenir Blaise Compaoré au pouvoir, moi je pense que ce n'est une appréciation
que de certains acteurs politiques. Si d'aventure, et comme le jugement vient d'être programmé, Blaise Compaoré est jugé et reconnu par exemple innocent, c'est une hypothèse que j'évoque, rien ne l'empêche de revenir dans son pays et pourquoi pas de participer à la vie politique du pays. Donc ce n'est pas, à mon avis, une question qui devrait relever de l'appréciation des déclarations, mais ça devrait relever du droit. Hein? Que Blaise Compaoré ambitionne de revenir, c'est une question qui ne certainement regarde que lui-même, mais on ne peut pas tenir rigueur à l'opposition d'avoir fait des critiques sous prétexte de vouloir faire revenir un acteur ancien. Donc moi je trouve que dans le principe les échanges sont normaux, mais il y a des aspects excessifs dans les déclarations. Le MPP prête également au CEFOP le dessein funeste de vouloir créer la chaîne libre pour perpétuer un push. Cette déclaration, comment vous l'analysez? Est-ce qu'on est dans une logique effectivement de renversement des institutions de la République? À mon avis, non. En tout cas, si on s'en tient à la déclaration du CEFOP, c'est une déclaration qui fait l'analyse de la gestion du pouvoir par le MPP. Et d'ailleurs, je pense que depuis janvier 2016, les appréciations et les évaluations se font. Il y a eu les 100 jours, nous sommes passés dans les médias partout pour en parler. Les médias l'ont fait, les acteurs politiques également l'ont fait. Donc je crois que c'est une pratique institutionnelle normale que de faire l'évaluation de l'action du gouvernement. Alors, même si certains aspects de la déclaration du CEFOP sont vraiment pointus, je pense qu'on ne peut pas de cette seule déclaration déduire une volonté quelconque. En tout cas, elle n'est pas manifeste dans le document. Pour moi, ça relève de l'ordre du normal. Et je pense aussi que le MPP, étant au pouvoir, devrait éviter d'évoquer certaines situations qui, comme on le dit souvent, à force de les rappeler, peuvent revenir. Donc, moi, je crois que le MPP, étant aux manettes du pouvoir à l'heure actuelle, gagnerait à transférer les efforts sur la réalisation d'objectifs et des résultats, qui va lui permettre de mieux répondre à ses adversaires, parce que là, le peuple verrait que des réalisations sont faites et que les attentes de la population sont satisfaites dans tel ou tel secteur des droits. En ce moment, il va être difficile pour l'opposition de trouver quoi dire par rapport à l'action du gouvernement. Donc, stratégiquement, le pouvoir gagnerait plus à travailler, à sortir des résultats, ce qui va peut-être clouer, je peux utiliser cette expression, clouer le bec peut-être à l'opposition, si on peut le dire. Dans son argumentaire, le MPP met également en lumière un certain nombre d'éléments qu'il considère comme le bilan et de l'Assemblée nationale et du gouvernement Kabatieba. Ce qu'il reproche au CEFOP, c'est ce qu'il considère comme la récupération d'un certain nombre de remous sociaux pour créer une situation de désordre. Effectivement, la déclaration du MPP présente un bilan à la fois de l'Assemblée nationale et du gouvernement. C'est de bonne guerre. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup plus de résultats à présenter dans ce type de déclaration, je crois que le peuple burkinabé s'en porterait mieux. Maintenant, l'accusation de vouloir récupérer, disons, les remous sociaux, notamment dans le monde du travail, je pense que ça, ce sont des tirs entre adversaires politiques. Et il n'y a pas lieu de s'en émouvoir outre mesure, parce que de toute façon, chaque acteur reprochera toujours à l'autre de jouer en dessous de la ceinture, de frapper en dessous de la ceinture. C'est au peuple d'observer pour voir est-ce que ce que tel ou tel acteur dit effectivement relève de l'ordre normal ou pas. Alors, ce 14 février, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, a échangé avec ses députés. En ligne de mire de cette rencontre, la réconciliation nationale et la proposition de tenue d'un forum national pour la réconciliation. Ce forum serait une sorte de préalable, un dialogue pour s'accorder sur l'idée même de la réconciliation.
nous entendre sur un minimum consensuel sur comment aller à la réconciliation nationale. Donc, ce sont les propos de Gilbert Noël Ouedraogo. Pour être plus précis, est-ce que vous souscrivez à cette proposition de forum préalable à la réconciliation nationale? Disons que moi, j'ai une approche quelque peu différente de ce que la CODER dit. C'est leur stratégie qu'ils ont déployée en proposant donc des rencontres préalables à la réconciliation nationale, parce qu'on considère que cette réconciliation nationale comporte des dossiers assez lourds qui nécessitent peut-être qu'il y ait un cadrage préalable à ce que, avant qu'on en arrive à la réconciliation à proprement parler. Ma conception des choses, c'est que la réconciliation nationale relève de la prérogative du gouvernement, du pouvoir en place, qui devrait donc considérer que cette réconciliation est nécessaire pour la création d'un contexte plus favorable, non seulement à l'action gouvernementale, mais au développement en général, notamment sur le plan de la relance économique et autres. Peut-être même aussi on peut inscrire la question de la lutte contre le terrorisme dans cette optique-là. Mais si le gouvernement ou le pouvoir en place ne perçoit pas l'urgence de procéder à cette réconciliation, venant de la part de ces acteurs-là, on peut penser que ce sont des gens qui peut-être voudraient voir évacuer rapidement certaines choses qu'ils auraient à se reprocher. À mon avis, la demande ou l'exigence de réconciliation nationale serait meilleure si elle venait d'acteurs neutres, qui peuvent demander sans avoir des retombées à eux, ces acteurs-là qui seraient neutres, par rapport à ce que la réconciliation va permettre d'avoir. Justement, cette sortie de la CODER divise toujours autant l'opinion, car la question de la réconciliation nationale est l'un des sujets les plus clivants dans l'espace public au Burkina aujourd'hui. Et pour une partie de l'opinion, justement, la démarche de Gilbert Noël Ouedraogo et de ses camarades confine à une certaine forme de négationnisme. Non, je ne crois pas que ce soit cela, parce que de toute façon, ce sont des gens qui se tiennent à la disposition des institutions. Je vais parler de la justice, au cas où la justice aurait besoin de les entendre sur tel ou tel aspect. Je pense qu'ils parlent d'une réconciliation qui est considérée comme un élément important aujourd'hui pour renouer avec le calme, la sérénité, pour atteindre des objectifs de développement socio-économique. C'est comme ça que c'est présenté. Mais c'est vrai que sur le plan purement politique, ça pose un certain nombre de problèmes. J'ai entendu le chef de l'État, le président Kaboré, dire que la réconciliation nationale, il est favorable à ça, mais il voudrait qu'il y ait une justice préalable. Donc, là-dessus, il est aussi difficile de dire non, parce que la justice aussi est une revendication du peuple. Donc, l'un dans l'autre, la question serait peut-être de voir quel agencement on peut faire entre la justice et cette réconciliation qui est impérative à l'heure actuelle. Et là-dessus, comme je le dis toujours, moi, je pense qu'au lieu peut-être de demander un forum préalable juste pour la réconciliation, il serait peut-être plus utile de mettre les efforts pour demander un dialogue politique national dans lequel, excusez-moi, on va inscrire les grands dossiers de l'heure, de telle sorte à obtenir, non seulement, peut-être pas un consensus, mais en tout cas des échanges de points de vue, des positions, qui va permettre de faciliter la vie politique un peu plus tard. Donc moi je crois que ça c'est beaucoup plus constructif et ça peut être plus utile à l'heure actuelle, puisque la réconciliation est jugée par les uns comme une étape après la justice, on risque de ne pas l'avoir tout de suite. Or le dialogue politique, lui, il est possible de l'organiser maintenant afin d'évacuer des grandes questions qui continuent de tenir la situation nationale en respect. Alain Zoubouga de l'autre Burkina plaide pour une amnistie générale au nom de la réconciliation nationale. Le scénario serait la tenue d'une grande messe para-œcuménique officiée par des religieux avec le retour des exilés. C'est un point de vue qui n'est pas à jeter totalement aux oubliettes, pour la simple raison qu'on estime que le Burkina Faso c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources et que le contexte sociopolitique dans lequel on se trouve aujourd'hui n'est pas favorable à un développement durable.
et qu'il faudrait prendre certaines mesures visant à, je ne dirais pas à évacuer les erreurs, les crimes du passé, mais en tout cas à rationaliser leur gestion. Même si la justice va être entendue là-dessus, s'il y a un dialogue politique préalable où les uns et les autres ont la possibilité de s'exprimer et de faire leurs contributions, moi je crois que ça peut faciliter même le déroulement des procès qui vont avoir lieu. Donc c'est une proposition qui est faite, mais je pense que c'est une proposition qui va être assez difficile dans le contexte actuel où des gens estiment que l'insurrection a eu pour but de renverser une classe politique et qu'il n'est pas question de laisser cette classe remonter tout de suite aux affaires par le truchement de la réconciliation nationale. Donc, à mon avis, ça peut prendre un certain temps. Alors, sur le front social, cette semaine aussi a son lot de revendications. Mais je voudrais plutôt qu'on s'arrête sur cette interview du secrétaire général du SIDBA, le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment, de l'hydraulique et assimilés du ministère des Infrastructures. Une interview accordée à nos confrères du site lefaçon.net et qui fait le buzz. Ce dont il est notamment question, c'est de la gestion du ministère des Infrastructures, présentée comme une sorte de condensé de malgouvernance digne d'un autre âge. Cette gouvernance décrite relève-t-elle d'une surenchère syndicaliste, selon vous, ou bien d'une indignation légitime? La légitimité des déclarations du président du syndicat des infrastructures, je ne peux pas l'attester, n'étant pas informé de la solidité des accusations qu'il porte, que je trouve déjà, en tout cas, assez grave pour le contexte dans lequel nous nous trouvons, où c'est vrai que les Burkinabés exigent la justice sur les crimes qui ont eu lieu dans le passé, en particulier le 30 octobre, mais surtout demandent une nouvelle façon de gérer les affaires publiques. Et il y a eu la préfiguration de cette volonté populaire de voir les dirigeants clean, si je peux utiliser cette expression, dans l'affaire des tablettes et l'affaire des 1 million de l'Assemblée nationale, qui dans un autre temps n'aurait pas suscité autant de remous. Donc dans ce contexte-là, cette évocation, c'est comme une bombe qui est sortie. Et à mon avis, il y a des institutions qui devraient avoir été déjà saisies, qui devraient s'être s'auto-saisies de cette question, en particulier la SE, pour vérifier la véracité de ces propos. La SE, la Cour des comptes, même le procureur peut ouvrir une information pour établir la solidité de ces affirmations, qui sont assez graves et qu'on ne peut pas dire tout de suite c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que c'est tel qu'il faut quand même une investigation afin d'édifier les gens sur la réalité ou pas de cette accusation. Deux proches collaborateurs du ministre Éric Bougouma ont détourné plus de 200 millions de francs CFA. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Mbi Yameogo, le secrétaire général de la section SIDBA du ministère, citant un rapport justement de la BAD, la Banque africaine de développement, des collaborateurs qui, au dit du syndicat, bénéficient jusqu'à présent de l'impunité. On attend la réaction certainement du ministère dans le courant de la semaine prochaine, mais en entendant, comment est-ce que vous voyez cela? Non, c'est ce que j'étais en train de dire sur la question précédente. Le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui est totalement réfractaire à ce type de gestion. Des gestions émaillées par des scandales financiers. Je pense que les dirigeants actuels, eux-mêmes, ils se tablent très souvent sur la situation post-insurrectionnelle, qui n'était pas seulement, l'insurrection, je veux dire, n'était pas seulement pour empêcher la modification de l'article 37, ça faisait partie, c'était la principale motivation, mais il y avait aussi toute la façon de gérer de l'ancien régime qui était indexée par les insurgés du 30 octobre 2014. Ce qui fait qu'on s'était attendu à ce qu'il y ait une autre forme de gouvernance, beaucoup plus de prudence de la part des dirigeants d'aujourd'hui, afin que des situations de ce type ne surviennent pas. Mais comme je l'ai dit aussi,
il est encore trop tôt pour confirmer cette accusation qui est quand même assez importante. Donc, comme on le pense, il y aura certainement des interventions qui seront faites par le ministère, peut-être par le ministre lui-même ou son chargé de communication, tendant à donner des éléments d'explication sur ce qui est révélé, mais aussi, par la suite, de toute façon, les institutions comme la SEE vont faire leur travail parce que même s'il n'y a pas de révélation, la SEE le fait de toute façon de façon normale. La Cour des comptes aussi vérifie tous les comptes publics annuellement. Donc s'il y a réellement des choses qui n'étaient pas régulières, je pense que ça va ressortir. Mais il faut donner le temps à ce que la réalité soit établie sur ces affaires-là. Alors, au nombre des griefs contre la tenue du ministère des Infrastructures, il y a aussi ce que le syndicat qualifie de politisation de l'administration. Ce qui est mis en question, c'est entre autres la nomination de cadres de catégorie B pour diriger des cadres de catégorie A, en plus des cadres moyens, donc accédant à la responsabilité par l'échelle politique pour diriger des cadres supérieurs. Il y a aussi la dénonciation de ce qui est présenté comme l'interférence de cellules politiques MPP dans le fonctionnement des ministères. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça relève aussi du même type que les déclarations portant sur les détournements d'argent, à savoir que ce sont des actes qui relèvent du fonctionnement du ministère. Le syndicat étant donc dans le ministère, on est obligé d'être alerté par ce qui a été dit par le président du syndicat, sous réserve d'investigation plus approfondie. Mais je mets cette révélation dans le même panier que ce qu'on a déjà dit, à savoir que ça relève des choses pour lesquelles, en particulier, certains sont sortis le 30 octobre. Alors, je relève ici aussi un argument que le MPP a tendance à ressortir, c'est qu'on ne peut pas changer 27 ans de gouvernance en une année, et je pense qu'ils disent par là une certaine façon de demander du temps pour abandonner ou ne pas reproduire certaines pratiques qui avaient lieu par le passé. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les populations, le peuple burkinabé, les citoyens et les défenseurs des droits humains, les protecteurs de la démocratie, ne vont plus laisser arriver des actes de ce type-là sans broncher, comme ça se faisait par le passé. Pendant longtemps, il y a eu des actes très irréguliers qui ont eu lieu ici. Il y avait un petit nombre seulement de gens, d'acteurs, qui osaient dénoncer, mais qu'on pouvait ignorer, parce que la grande masse des gens ne s'intéressait pas à la question. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les gens sont plus regardants sur la gestion des affaires publiques. Donc je crois que progressivement, avec ce type de déclarations faites par le syndicat, on va arriver à une normalisation de la gestion des affaires publiques et des différents départements ministériels. Alors, mercredi et jeudi, le syndicat national des professionnels de l'éducation préscolaire a observé 48 heures de grève. Sans entrer dans le détail des revendications, je voudrais plutôt que vous nous donniez votre lecture de cette fronde sociale qui tend à se généraliser. Oui, on est obligé maintenant de considérer qu'il y a une fronde sociale, vu le nombre de mouvements sociaux dans le domaine du travail qui sont en train de se mener. Plusieurs catégories d'agents publics sont allés en grève depuis, disons, la mi-2016 déjà. Effectivement, on est obligé de constater cette situation-là, en particulier dans un contexte où le gouvernement avait annoncé au départ les difficultés d'ordre des trésoreries qui connaissaient le budget national. Bon. Alors, observer les choses de loin, le gouvernement estime qu'il n'y a pas tous les moyens pour régler les revendications dont la plupart relèvent des revendications anciennes des travailleurs. Ce qui saute à l'œil tout de suite, c'est qu'on peut penser qu'il y a un problème de dialogue entre le gouvernement, qui est l'employeur donc de ces agents publics, et ces agents publics-là.
Pourquoi des agents publics qui sont dans un ministère se mettent à revendiquer s'ils savent qu'il n'y a pas vraiment les moyens de satisfaire leurs revendications? On peut aussi penser que ces questions-là peuvent se régler par des échanges entre travailleurs du même ministère, puisque le ministre ou son staff fait partie aussi du ministère. C'est là la préoccupation aujourd'hui de ceux qui sont en dehors de ce monde-là. Pourquoi il y a toute cette fronde sociale-là et qu'on ne voit pas vraiment d'actes forts de la part du gouvernement, soit par la négociation, le dialogue, soit par la mise en œuvre des revendications qui sont posées par les travailleurs. Donc il y a vraiment un aspect qui n'est pas encore très lisible de la part de ceux qui sont à l'extérieur. Et pour le moment, on ne peut pas expliquer pourquoi ces mouvements sociaux se lancent sans que le gouvernement ne fasse vraiment quelque chose, comme je l'ai dit, soit par le dialogue, soit par la satisfaction des revendications. Pour le gouvernement, c'est plutôt sa volonté de dialogue et d'élargissement des libertés et de la démocratie qui permet un peu tout ce bouillonnement syndical. Oui, cet argument, à mon avis, ne peut pas apporter l'apaisement parce que les syndicats agissent dans le cadre donc, des droits qui leur sont reconnus dans les textes qui les régissent. Donc, il n'y a pas vraiment de mesures spéciales qui permettent que les syndicats fassent des revendications. Plutôt, le gouvernement, j'ai aussi entendu parler peut-être de manœuvres souterraines de la part de certains, mais vu le nombre de mouvements sociaux, on se demande est-ce que c'est vraiment une coordination générale qui amène tous ces syndicats. Je pense qu'il y a des revendications qui existaient déjà depuis longtemps, qui n'ont pas connu de satisfaction, et peut-être aussi qu'il faut considérer que ça fait partie des attentes des Burkinabés dans l'insurrection. On s'est dit, bon, on était dans un contexte où nos droits n'étaient pas garantis, n'étaient pas mis en œuvre. On va soutenir un mouvement insurrectionnel pour renverser le système qui n'arrive pas à régler nos problèmes. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, les revendications sont beaucoup plus pressantes parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu tous ces changements et qu'eux, à leur niveau, les changements n'arrivent pas. Donc il faut peut-être approfondir la réflexion sur vraiment les tenants et les aboutissants de toute cette fronde sociale-là. Alors, les semaines se suivent et se ressemblent pour ce qui est de l'actualité des groupes d'autodéfense appelés Kolwego. Direction à présent Solenzo dans les Banwa, où on a frôlé le pire avec une tentative de mise en place de celui-là Kolwego dans la localité. Dérive identitaire porteuse de graves dangers pour la paix et l'unité nationale, ou réponse pertinente à des problèmes de sécurité, des problèmes réels. Comment est-ce que vous appréhendez cette actualité? Oui, la question des Kolwego n'est pas nouvelle pour moi. Depuis leur montée dans le débat public, j'ai eu à me prononcer sur la question à plusieurs reprises, en considérant dans un premier temps que l'action des Kolwego dérogeait de la normalité du droit. Parce que la sécurité relève des prérogatives régaliennes. C'est-à-dire c'est l'État qui doit assumer ces responsabilités-là. Le fait que des groupes d'autodéfense en viennent à assumer les missions de sécurité, c'est une atteinte aux principes régaliens de l'État, dans un premier temps. Ensuite, vu la prolifération donc, de ces actions, de ces groupes d'autodéfense, on en est venu à considérer que quelque part, cela relève du fait qu'il y a un vide à certains niveaux en ce qui concerne la sécurité que l'État devrait exercer, ce qui permet donc à ces groupes-là de tenir des responsabilités dans le domaine en attendant que l'État arrive à assumer ses propres responsabilités. Finalement, les Kolwego ont évolué dans un sens qui aujourd'hui met en exergue leur caractère, je dirais, pas très régulier, en voulant s'étendre dans des espaces où les populations estiment qu'il y a d'autres formes d'organisation du même type que les Kolwego, qui existent aussi,
et qu'elle ne voudrait pas voir s'implanter les Korlego. On a suivi donc les remous à l'ouest, autour du Bobo du Lasso, avec la façon dont le ministre de la Sécurité a été obligé de se déporter sur les lieux pour donner des garanties que les Korlego ne seraient pas des acteurs de troubles dans la zone. Et on assiste encore à cet épisode au niveau de Solenzo, qui permet donc de faire comprendre qu'en réalité, il faut qu'on prenne les choses dans leur juste mesure. Les Korlego relèvent du domaine traditionnel et ont des dimensions coutumières. J'ai assisté à l'installation de loin d'un Korlego dans une localité aux alentours de Ouagadougou, qui m'a permis de découvrir qu'en fait, il y a des rituels relevant de la coutume qui sont utilisés pour l'installation des Korlego. En ce moment, on est obligé de dire, bon, le Burkina étant un pays multiculturel, où il existe plusieurs groupes détenant leurs coutumes propres et qui ont aussi des mécanismes du type Korlego dans leur région, il serait difficile, à mon avis, de voir des Korlego s'installer dans une région dans laquelle ils n'ont pas un ancrage coutumier lié aux traditions de l'endroit. Donc, pour moi, les choses sont assez claires. Le gouvernement devrait veiller, s'il considère que pour un temps, les Korlego devraient continuer encore à exister, en attendant qu'il lui-même mette en place les dispositifs de sécurité, veiller à ce que ça ne devienne pas des conflits du type de ceux qu'on a évités de justesse à Bobo du Lasso et puis maintenant à Solenzo. Voilà. Ce jeudi, le chef de l'État, Roch Kabore, a présidé l'ouverture du premier conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense. En toile de fond, il y a l'appropriation du plan stratégique 2017-2021 pour la réforme de l'armée. L'ambition, c'est de bâtir une armée professionnelle, opérationnelle et républicaine. Les enjeux sont aussi connus. Il s'agit d'endiguer le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Est-ce que nous en sommes sur le chemin? Quelle analyse vous faites? Ah oui, mais ces conclusions du CASEM, du ministère de la Défense, rentrent en droite ligne dans le contexte de sécurité dans lequel nous nous trouvons. On peut même penser que ça vient quelque peu tard, parce que les conclusions qui ont été présentées à l'issue du CASEM, ce sont des mesures qu'on attendait depuis fort longtemps, au vu du contexte de sécurité dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, où il y a des nouvelles manifestations de délinquance, je veux parler du terrorisme, qui n'ont pas encore été prises en charge totalement par les dispositifs de sécurité et de défense que nous avions jusqu'ici. Donc, agir dans le sens de réformer notre armée et nos forces de sécurité pour les rendre aptes à régler la question du terrorisme, je ne vois pas quel Burkinabé pourrait ne pas apprécier cette décision qui a été prise. Comme je l'ai dit, on peut penser même que c'est venu un peu tard. Et qu'à partir de là, on va voir des actions concrètes qui seront menées, non seulement dans le sens du réaménagement des dispositifs de sécurité qui existent, de leur mise à jour en termes d'opérationnalité sur le plan de la formation, sur le plan des équipements et sur le plan logistique, afin de les rendre plus aptes à endiguer les questions de sécurité que nous avons à l'heure actuelle. Donc cette question, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de polémiques. Et les crises nationales, par exemple, ce sont des sujets qui relèvent du domaine consensuel, qui, par exemple, sur lesquels on ne devrait pas voir l'opposition trop attaquer le pouvoir en place, parce que c'est une question qui relève de l'unité nationale à l'heure actuelle, de la sécurité générale des populations. Et c'est là où tous les acteurs devraient donner les ressources dont ils sont dépositaires, afin qu'on puisse rapidement régler cette question-là. Hors de chez nous, la coordination des mouvements de l'Azawad boycotte la mise en place des autorités intérimaires à Kidal. C'est le prétexte pour aborder la question de la paix et de la sécurité au Nord Mali. Visiblement, en dépit des accords d'Alger, la restauration de l'autorité de l'État et la pacification du septentrion malien restent en tout cas une ligne d'horizon. C'est aussi votre point de vue? Oui.
justement à partir de cet événement, à savoir le fait que certains mouvements rebelles au nord Mali s'opposent à la mise en place des institutions républicaines, ça montre que le dialogue qui a été initié en Algérie n'a pas été mis en pratique. Je ne sais pas si les mouvements rebelles ont raison de s'opposer à cette mise en place d'institutions. Cela peut supposer qu'il y a d'autres engagements de l'État qui auraient dû peut-être précéder cette mise en place d'institutions et qui ne l'auraient pas été, et donnant donc des arguments au mouvement de l'Azawad de demander qu'on puisse différer la mise en place de ces institutions. L'un dans l'autre, moi je suis de ceux qui pensent que dans le cas spécifique de la question de l'Azawad, la question est beaucoup différente de celle des terroristes purs, comme Acmi ou Al-Mourabitoun, qui sont dans une logique de terreur permanente. Les mouvements de l'Azawad ont à plusieurs moments démontré leur volonté de participer à un dialogue sur la résolution du conflit. Vous vous rappelez que même au Burkina ici, plusieurs séances de négociations se sont tenues sous l'égide de l'ancien président et dans lesquelles des engagements avaient été pris de part et d'autre entre le gouvernement malien et les groupes rebelles et qui se sont prolongés en Algérie. Et à mon avis, le fait qu'ils prennent part à ces dialogues, ça montre qu'il y a une possibilité toujours de maintenir ces gens-là dans le cadre du dialogue et de les amener progressivement à accepter l'autorité de l'État, quitte à les faire jouer des rôles différents de ceux qu'ils jouent à l'heure actuelle, en termes donc de développement de la zone qu'ils revendiquent à l'heure actuelle. Alors, on est pratiquement au terme de cette émission et on termine avec la question qui fâche. Comment est-ce que Siaka Coulibaly, activiste de la démocratie et des droits humains depuis au moins une décennie, a-t-il pu applaudir un putsch, en l'occurrence celui du coup d'État du général Gilbert Diendéré? Oui, je pense que la façon même dont vous posez la question n'est pas tout à fait exacte. Il ne s'agissait pas d'applaudir le putsch comme vous êtes en train de le dire. Le cri que j'ai publié à l'époque est toujours indisponible sur le net. Je faisais une réflexion sur la façon dont la transition avait tenté de régler les attentes du peuple burkinabé qui se sont manifestées le 30 octobre 2014. Pour moi, on avait en face une nouvelle situation et c'était le moment de faire converger toutes les forces disponibles pour pouvoir aboutir à un contexte nouveau, institutionnellement parlant, qui va apporter beaucoup plus de paix et de développement socio-économique au profit des Burkinabés, du peuple burkinabé. Malheureusement, j'ai dû m'insurger sur un certain nombre de décisions prises par la transition, bien avant que le putsch n'arrive. Mais sur la question spécifique du putsch, ma position était que, depuis le début de la transition, jusqu'à ce que le putsch arrive, il y avait une situation délétère entre le Premier ministre Isaac Zida et son régiment d'origine, à savoir le RSP. Et la revendication du RSP était de faire partir du gouvernement les militaires qui s'y trouvaient. Et il se trouve que moi, je fais partie de ces acteurs-là qui, pour des principes démocratiques, ne veulent pas voir des militaires en exercice occuper des fonctions politiques. Le militaire a le droit de faire la politique, mais il doit quitter les rangs de l'armée, par exemple, demander une disponibilité, démissionner de l'armée, et là, il peut faire de la politique comme tout Burkinabé. Mais le fait d'être en exercice au sein de l'armée et d'occuper des fonctions politiques, moi, je suis opposé à ça, et je m'étais manifesté là-dessus dès le début de la transition. Donc, le fait que le putsch du 16 septembre, la proclamation du 17 septembre, entre autres, demande donc que soient retirés du gouvernement ces gens-là. Moi, j'ai dit, oui, c'est le moment de régler cette question des militaires au pouvoir et de donner à la transition un cours nouveau qui permette d'atteindre les objectifs qu'on devait avoir poursuivis dès le début. Donc, en réalité, c'est une position qui est beaucoup plus complexe que celle de soutien tout azimut
à un push. Merci. On s'arrête là, M. Coulibaly. Merci d'être passé nous voir. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Tout de suite, le journal de 20h avec Peggy Ouedraogo. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.